C'est ça. C'est plutôt après que vous pouvez applaudir, éventuellement. En tout cas, bonjour à tous aussi et merci de votre présence. Je suis ravi d'être avec vous ce samedi matin pour essayer de répondre au cahier des charges qu'on m'a donné, c'est-à-dire faire un témoignage de vie en fait sur l'agroécologie, comment j'ai abordé la question, pourquoi ça m'intéresse, pourquoi c'est devenu mon activité principale, et en mettant un focus sur le climat et la biodiversité. Voilà. Alors ici, je parle au nom d'une ASBL que j'ai créée il y a 1 an et dont Simon est un des collègues qui vise à accélérer la transition de l'agriculture wallonne vers l'agroécologie. Et puis aussi au nom d'Agroécologie Europe, l'association européenne pour l'agroécologie, qu'on a fondée en 2016 avec une série de collègues européens, et qui est basée en Belgique. Elle a été créée en Belgique et elle est basée en Belgique. Et elle vise avant tout à développer des activités de plaidoyer auprès des institutions européennes. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que je travaille sur l'agroécologie aujourd'hui ? Moi je suis ingénieur agronome, diplômé de l'université de Louvain, mais avant de devenir agronome, vers 12-13 ans, je suis devenu naturaliste et donc j'avais beaucoup d'activités pour observer les plantes, les oiseaux, etc. À 18 ans, j'étais assez bon pour reconnaître l'essentiel des espèces d'oiseaux, de plantes aussi, sauf peut-être certaines raretés, de certains groupes d'insectes, etc. Donc j'étais un naturaliste. Voilà. Et j'ai fait mon mémoire en écologie végétale, donc ça m'a permis d'approfondir le problème. Mais avant ça, j'ai choisi l'agronomie parce que il me semblait que c'était intéressant de s'occuper d'agriculture et éventuellement de forêt. L'agriculture en région wallonne couvre la moitié environ de la surface de la région, les forêts un quart, ça couvre 3/4, et comme j'avais envie d'avoir un impact déjà sur le terrain, je m'étais dit que l'agronomie était une bonne solution. Et donc, moi qui n'étais pas originaire du milieu agricole, j'ai découvert l'agriculture au début de mes études, et avec ma sensibilité de naturaliste et d'écologiste, je me suis dit, ce système de l'agriculture conventionnelle, ça va pas du tout, ça correspond pas du tout aux lois de la nature, et ça m'a un peu perturbé à l'époque, je vous avoue. Mais très vite, l'agriculture est devenue une passion, parce que j'ai découvert aussi d'autres systèmes d'agriculture et d'élevage, notamment les élevages liés à l'herbe, qui me semblaient correspondre beaucoup mieux au fonctionnement des écosystèmes naturels. Donc voilà, après j'ai été en Afrique, j'ai vécu dans la forêt tropicale humide, où j'ai découvert les agriculteurs itinérants, et qui m'ont impressionné par leur connaissance de l'écologie de la forêt. Connaissent les plantes, leur écologie, les vertus médicinales, et leur système est intégré dans cet écosystème forestier. J'ai aussi découvert les éleveurs peuls qui avaient une connaissance extraordinaire de leurs animaux, de la végétation, etc. Donc tout ça m'a fort intéressé. Et puis je suis revenu donc à Louvain et je suis devenu professeur d'agronomie générale. Et tout au long de ma carrière, j'ai essayé d'améliorer l'impact de l'agriculture conventionnelle sur l'environnement et notamment sur la biodiversité. Et j'ai fait j'ai organisé des milliers de parcelles d'essais sur divers sujets en agronomie, et j'ai dirigé 3 fermes expérimentales, une en Afrique et 2 en Europe. Et ça permet aussi d'acquérir des connaissances. Les fermes expérimentales, c'est très différent des fermes réelles. Parce qu'il y a beaucoup d'employés qui travaillent dans les essais, il n'y a pas d'impératif de rentabilité, mais on apprend des choses. Mais je me suis très vite rendu compte que cette approche-là ne permettait pas vraiment d'approcher la réalité agricole et d'être vraiment utile aux agriculteurs. Donc j'ai commencé à travailler avec des groupes d'agriculteurs pilotes pendant toute la décennie 1990.
dans une approche participative, horizontale, où on favorise les contacts entre agriculteurs qui se partagent leurs connaissances et entre les agriculteurs et nous. Et en travaillant sur l'entièreté de leur système agricole, donc c'est aussi une approche système. Et ça a été la meilleure expérience professionnelle de ma vie. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut développer des systèmes durables en agriculture ou avec la même méthodologie, d'ailleurs, dans d'autres secteurs. Et donc voilà, j'ai d'abord à l'époque travaillé avec l'ensemble des agriculteurs bio de Belgique. Ils étaient 10. Aujourd'hui, ils sont des milliers, donc les choses changent. C'est aussi un message d'espoir. En l'espace d'une vie, les choses peuvent changer fondamentalement. Et puis ensuite avec des agriculteurs conventionnels pour améliorer leur impact sur la pollution des nappes aquifères par les nitrates. Quand on parle d'azote dans les fermes, en fait, on parle de tout, parce que l'azote touche à tout. Donc, à nouveau, on a travaillé sur l'ensemble du système. Et à la fin du projet, on a vu que les pollutions étaient réduites, on a fait des mesures, mais eux ont considéré que la rentabilité de leur ferme s'était améliorée. Ce qui est assez normal parce que quand on gaspille les intrants, par exemple les fertilisants, ça a un coût, quoi. Et donc il faut acheter plus d'engrais et donc il y a plus de coûts. Donc il y a tout à fait moyen de conjuguer rentabilité et meilleur impact sur l'environnement. Et ça, c'était aussi une grande leçon. Bien, alors il y a 10 ans, j'ai eu l'occasion de gérer une première ferme de 100 hectares, ce que je n'avais jamais fait. Moi, j'ai enseigné en agronomie, j'étais professeur d'agronomie générale à Louvain, d'agroécologie, de système agraire, ça c'était l'enseignement et la recherche, mais l'action, c'est autre chose. Donc c'était un défi de gérer moi-même une ferme. Mais je l'ai relevé, parce que j'aime bien les défis, et la barre était assez haute, puisque l'objectif était de développer un système bio sans labour et un système d'élevage de ruminants 100% à l'air. Alors je pensais à l'époque, que tous mes collègues agronomes et agriculteurs, que si on n'avait pas le labour et pas d'herbicides, c'était impossible de gérer les adventices. La majorité pense toujours ça aujourd'hui. Mais assez vite, en parlant des agriculteurs de pointe, en faisant des recherches sur Internet, en lisant beaucoup de choses, on a trouvé des solutions et au bout de 2-3 ans, le système commençait déjà à bien fonctionner. Ce qui fait qu'il y a une série de gens qui sont venus voir cette ferme. Et ça m'a ouvert des portes parce que d'autres gens m'ont demandé si je voulais les coacher. Et puis finalement, j'ai géré aussi plus tard une deuxième ferme. Et ça m'a permis de bien développer le système et de maîtriser toutes les techniques. La vitesse d'avancement du tracteur, la profondeur de travail des outils, les variétés, etc. Et c'est ce qui me donne une crédibilité aujourd'hui auprès des agriculteurs parce qu'ils sentent que je suis pas seulement un chercheur, un académique, mais aussi un de leurs collègues en quelque sorte. En tout cas, je peux parler de tous ces détails techniques. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde académique qui peuvent faire ça en Europe. À mon avis, on est moins d'une dizaine. Alors, à partir du moment où ce système commençait à bien tourner, j'ai commencé à en parler et à faire des formations pour les agriculteurs à travers la chaîne YouTube Vers de Terre Production en France et puis en donnant des exposés dans les campagnes. Dans les 10 dernières journées, j'ai été invité par des agriculteurs du Périgord, et puis par d'autres agriculteurs du Poitou, et je diffuse ce système bio sans labour, qui est assez révolutionnaire, parce que c'est un peu la fusion entre l'agriculture bio, qui n'utilise plus de pesticides et d'engrais de synthèse, ça c'est sa force, mais qui continue à travailler intensivement les sols, notamment pour gérer les adventices, et qui donc détruit les sols. Dans des fermes où il n'y a pas d'élevage, finalement l'agriculture bio entraîne une diminution de la fertilité, et en France notamment, où ce genre de ferme est assez fréquent, au bout de 10 à 20 ans, c'est la faillite, et ce n'est pas un système durable. Quand il y a de l'élevage, c'est différent, parce qu'il y a plus de matière organique qui rentre dans le système, et là, la fertilité se maintient, plus ou moins. Et puis l'autre système, c'est l'agriculture de conservation, qui est peut-être moins connue dans le grand public, mais qui a été
inventée surtout aux États-Unis et au Brésil, et qui est une agriculture où on arrête totalement de travailler les sols, on les couvre en permanence et on diversifie les rotations. Mais ce système continue à employer des pesticides et des engrais de synthèse, mais comme ils restaurent la fertilité et la vie de leur sol, progressivement, ils ont de moins en moins de maladies, ils n'utilisent plus de fongicides, ils n'ont plus de ravageurs pour les mêmes raisons et ils n'emploient plus d'insecticides. Ils diminuent les engrais de synthèse parce que le sol devient plus fertile, mais ils continuent à utiliser des herbicides et notamment le Roundup, qui n'est pas l'herbicide favori des citoyens. Donc l'ABC, c'est un peu le Graal, c'est la combinaison des avantages du bio, plus de pesticides et d'engrais de synthèse, et donc plus de Roundup notamment, et aussi les avantages de l'agriculture de conservation, c'est la restauration de la fertilité et de la vie des sols. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. Dans Terre Vivante, on accompagne des agriculteurs par groupe de 10, ce que j'avais déjà fait dans les années 1990, et on co-développe leur système en faisant des tours de plaine, en ayant aussi des réunions en ferme. Et on a déjà une trentaine d'agriculteurs depuis le mois d'avril qu'on a lancé ça, ce qui était l'objectif de cette année. Mais on accepte tous les agriculteurs, qu'ils soient conventionnels, bio ou autres, et on évolue vers l'agroécologie, soit à travers la voie bio, soit à travers l'autre voie qui est cette agriculture où on simplifie le travail du sol, mais on continue pour un temps à employer des pesticides. Alors, ceci, c'est le plan de l'exposé, les choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je voudrais faire un court bilan de l'agriculture conventionnelle, définir et surtout illustrer les pratiques de l'agroécologie pour que ça soit un peu plus concret pour vous peut-être, et puis montrer que l'agroécologie permet de contribuer en tout cas à réduire les changements climatiques et est une réponse à la crise de la biodiversité. Je voudrais aussi dire qu'on a besoin de toutes les compétences, tout le monde peut servir ce projet agroécologique et c'est par conséquent un projet de société. Alors l'agriculture conventionnelle ou la révolution verte a débuté en gros juste après la Deuxième Guerre mondiale où on a dit aux paysans, écoutez, ok, vous avez peut-être nourri la population pendant 6000 ans en Europe, mais nous on va développer maintenant une agriculture scientifique et technique. Et on va changer complètement votre modèle et se baser sur l'industrie et une utilisation massive d'énergie fossile, qui à l'époque était bon marché. Et cette révolution verte se base sur 3 piliers, des céréales à courte paille. On a donc sélectionné des variétés naines où finalement, le but était de transférer la biomasse produite de la paille vers le grain, ce qui est assez logique puisque le grain a plus de valeur que la paille. Mais du coup, ce sont des plantes très sensibles, notamment aux invasions d'adventices, et il leur faut des engrais de synthèse pour produire tout leur potentiel, qui est élevé en termes de grains, et elles doivent être protégées par des pesticides, des fongicides, des insecticides et des herbicides. Donc nécessite une grande quantité d'engrais et de produits phytosanitaires, je préfère appeler pesticides de synthèse, et de l'irrigation, en tout cas dans les zones plus sèches. Et elle se base sur des monocultures, alors que les anciens systèmes paysans étaient beaucoup plus diversifiés. Alors au début, ça a très bien marché. Il faut se rappeler qu'en 1945, la France était à genoux, l'Allemagne était détruite, les gens avaient faim, l'alimentation était rationnée, et les rendements ont très très vite augmenté. Et la rentabilité était bonne grâce à la mise en œuvre de la politique agricole commune qui a débuté en 1963 et à des marchés favorables qui étaient protégés. Ils n'étaient pas mondialisés. Mais la rentabilité s'est assez vite dégradée à partir des années 1990. Et puis il y a eu dans les années 1980 et 2000 la suppression des quotas betteraviers et laitiers. D'abord les quotas laitiers d'ailleurs, puis les quotas betteraviers,
L'avantage des quotas, c'est qu'ils maintenaient des prix favorables assez élevés et stables. À partir du moment où on les a supprimés, les prix ont commencé à devenir très volatiles, et ce qui a créé des gros problèmes de rentabilité aussi. La mondialisation des échanges a été intégrée totalement, oui, dans la PAC en 1992 d'ailleurs, et puis dans une deuxième étape au début des années 2000. Et ça a relancé l'importation de produits agricoles en Europe. Parce qu'au début de la PAC, on a pu arriver assez vite à une autonomie alimentaire en Europe, grâce à l'augmentation des rendements. On est même arrivé dès les années 80 à des excédents de certaines productions. À partir de la mondialisation, 1990-2000, on a observé une augmentation croissante de ces produits importés, notamment le soja, dont les quantités importées en Europe correspondent à 2 fois la surface agricole de l'Allemagne, ce qui est quand même considérable, et on importe ces dernières années de plus en plus de fruits et de légumes de régions tropicales, notamment en hiver. Donc on a perdu en autonomie. Et comme cette rentabilité s'est dégradée, le nombre d'agriculteurs a continué à augmenter, à diminuer très très rapidement, et d'ici 6 ou 7 ans, il y aura il n'y aura plus que très peu d'agriculteurs en Europe et en Wallonie. Et puis, on n'imaginait pas ça au début, mais l'utilisation d'engrais, de synthèse, de pesticides de synthèse, la mécanisation, la simplification des systèmes a entraîné des impacts très négatifs sur la biodiversité et sur l'environnement d'une façon générale. Alors voilà le système de la révolution verte, le modèle industriel. Pourquoi est-il industriel? Parce qu'il part d'une source d'énergie fossile et il est linéaire. Donc vous voyez sur la gauche un puits d'énergie fossile, essentiellement du pétrole ou du gaz, qui est utilisé par des usines d'intrants qui produisent des engrais, des pesticides, des machines, etc., qui sont vendus par des détaillants à des agriculteurs. Et les produits qui sortent de la ferme rentrent dans une longue chaîne agro-industrielle, agroalimentaire industrielle, avec des détaillants qui achètent par exemple les céréales, puis des industries agroalimentaires, des sucreries, des laiteries, etc., des usines de transformation, des distributeurs, les grands magasins, etc., et puis finalement arrivent aux consommateurs. Alors le grand perdant de cette chaîne, ce sont les agriculteurs, sont eux qui ont le plus de risques climatiques et économiques, ce qui fait que le système n'est pas rentable, parce qu'il demande beaucoup d'investissements, beaucoup d'utilisation d'intrants, et les autorités publiques ont dû, dès le début, subsidier cette agriculture conventionnelle. Aujourd'hui, le revenu d'un agriculteur wallon moyen tourne autour de 20 000 euros seulement par an, et ces 20 000 euros sont essentiellement constitués de subsides. Et beaucoup d'agriculteurs ne gagnent même pas les subsides, puisqu'ils doivent utiliser une partie des subsides pour acheter des intrants. Et comme le revenu par hectare se dégrade constamment, mais la réponse doit être d'augmenter constamment la taille des exploitations. Il faut plus de terre, des plus grands troupeaux, des plus grandes machines, et ça nécessite l'intervention de banques pour le crédit. Donc ça, c'est le système de la révolution verte. Alors, l'agroécologie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une agriculture du passé? Est-ce qu'on veut revenir en arrière? C'est une question qui revient souvent, puis je vais aborder certains aspects mentionnés ici. D'abord, il faut se rendre compte que il ne faut pas être nostalgique du passé, parce que les systèmes anciens ont presque toujours détruit la fertilité des sols. Il y a un livre qui s'appelle Dirt en anglais qui explique ça très bien, et notamment dans le croissant fertile au Moyen-Orient, entre l'Irak et la Palestine. Et vous la voyez représentée là en vert en haut, et une photo aérienne de la région à droite. Ce croissant fertile est devenu aujourd'hui un désert. L'Afrique du Nord, qui était le grenier à blé de l'ancienne Rome, aujourd'hui est un désert, et on peut multiplier les exemples. Toutefois, il y a eu des développements à certains endroits et certaines époques de systèmes qu'on peut considérer comme agroécologiques, et même en Wallonie, le pré verger du pays de Herve notamment, et
associé à de l'élevage et à un bocage. C'est un système agroécologique parce qu'il ne produit pas que du lait et de la viande de bovins, de vaches laitières, mais aussi il y a des poules qui couraient dans les prés, on produisait du miel, des fruits, des jus de fruits, du cidre et plein d'autres sur la même surface. Donc ça, c'est très agroécologique. La milpa en Amérique centrale qui combine le maïs avec le haricot fixe de l'azote pour le maïs et s'enroule sur les tiges du maïs, et des courges qui couvrent le sol entre ces deux plantes-là. C'est aussi un système agroécologique bien connu. Les forêts nourricières en Indonésie, où tous les arbres et les buissons produisent des aliments pour les hommes, est également un système agroécologique. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est combiner les connaissances les plus récentes de la science et de la technique avec les savoirs des agriculteurs. Donc l'agroécologie n'est pas un rêve du passé ou un type d'agriculture rétrograde, mais elle combine aussi les connaissances les plus récentes. Et donc, dans ce sens-là, c'est une agriculture de pointe. Alors, certains auteurs ont défini l'agroécologie comme à la fois une science, et ça, c'est une caractéristique importante de l'agroécologie. Elle est basée sur la science, dans sa version moderne, développée à partir des années 80. On est parti de la science pour la développer, ce qui est différent de la bio, par exemple. C'est une pratique, on peut pratiquer l'agroécologie, mais c'est aussi un mouvement social, parce que la société, les citoyens, veulent se reconnecter à la nature dans toutes leurs activités, et notamment en agriculture. L'agroécologie n'est certainement pas une idéologie, on ne parle pas d'agroécologisme d'ailleurs, c'est simplement l'imitation de la nature. Alors on ne connaît pas toute la nature, mais on en connaît quand même suffisamment pour s'en inspirer et l'imiter dans ses grands principes. La nature, pour nous, est la référence ultime, c'est le cosmos aussi. Et donc, ça n'est pas un système qui est sorti d'un cerveau humain plus ou moins génial ou plus ou moins fou. C'est un système qui est basé sur la biodiversité. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est la biodiversité qui rend des services à l'agriculture et qui remplace les intrants. Pour ça, il faut des connaissances. Mais ça peut paraître aussi très, très théorique, ça. Mais en fait, juste un exemple, les légumineuses, comme de la luzerne, peuvent fixer 300 à 400 kilos d'azote par hectare et par an ici dans la région, ce qui correspond au double de la fertilisation d'azote de synthèse épandue par les agriculteurs en moyenne. Et cet azote est gratuit. Okay. Je peux citer encore un autre exemple, en mettant des bandes herbeuses bien conçues, à la bonne densité, des haies éventuellement aussi, on favorise les alliés des cultures qui contrôlent les ravageurs, et donc on peut se passer d'insecticides, etc. C'est un système qui est basé sur la biodiversité, surtout fonctionnelle, comme on dit, donc sur les vers de terre, les bactéries du sol, les insectes alliés des cultures, mais c'est un système qui génère aussi de la biodiversité patrimoniale, comme les oiseaux, les papillons et d'autres choses. Et dans les 10 fermes que j'ai accompagnées ou gérées dans les 10 dernières années, dès la première année, on observe un boom de la biodiversité absolument extraordinaire, et les agriculteurs en sont les premiers surpris. Alors certains disent oui, mais l'agroécologie c'est un concept vague, il n'y a pas de cahier des charges comme en bio, donc on ne sait pas ce que c'est. Alors ça c'est tout à fait faux, parce qu'en 2019, les Nations Unies ont publié ce rapport qui a été rédigé par des experts de différentes régions du monde, des scientifiques, et qui ont notamment défini l'agroécologie sur la base de 13 principes. Donc vous pouvez retrouver ça sur le web. Je les ai résumés ici par des mots-clés, je ne vais pas tous les décrire, mais vous voyez qu'il y a certains principes liés au fonctionnement même du système agricole. Il y a des indicateurs relatifs à la biodiversité, à l'économie, aux aspects sociaux, et donc l'agroécologie, c'est tout ça. Hein. Pas seulement des techniques, mais aussi, évidemment, il faut que les systèmes soient rentables, il faut créer des emplois, c'est notre objectif. Il faut aussi que l'agriculteur soit pas stressé dans son système, qu'il se forme, etc. Et qu'il devienne autonome. Alors, si on reprend notre schéma de l'agriculture industrielle, on peut le comparer à des systèmes agroécologiques. Alors, j'avoue qu'ils sont très simplifiés, ces systèmes agroécologiques, mais voilà, si on veut être didactique, parfois, il faut simplifier les choses. Et vous voyez qu'ils sont beaucoup plus courts, première observation.
Comme en haut, ben, le soleil permet d'avoir de l'énergie dans le système, mais on utilise beaucoup moins d'énergie fossile. J'aurais dû mettre un petit puits d'énergie fossile parce qu'on ne peut pas encore s'en passer totalement, ça viendra peut-être un jour, mais on en emploie beaucoup moins que dans le modèle industriel. Et puis chaque fois qu'on le peut, les produits agricoles sont transformés dans la ferme ou en partenariat avec des artisans, des bouchers, des boulangers ou d'autres, et puis vendus en priorité en circuit court et local. Et le fait de pouvoir réduire les coûts de production en utilisant de moins en moins de pesticides et d'engrais, d'aliments du bétail aussi, et donc en réduisant les coûts de production et en visant des produits de qualité et en les transformant chaque fois que c'est possible et en les vendant en circuit court et local, on gagne plus, donc on diminue les coûts, on augmente les recettes et donc la valeur ajoutée augmente. Et on a pu démontrer que les systèmes agroécologiques sont plus rentables que les systèmes conventionnels. Notre but est aussi de pouvoir se passer des subsides agricoles. Alors, il y a des notions proches, comme l'agriculture bio, principalement, que vous connaissez bien, l'agriculture de conservation, que je viens de définir en dessous. Ce sont les deux voies principales de l'évolution vers les systèmes agroécologiques. Mais il y a des systèmes proches, comme la permaculture, qui est plus une philosophie, alors que l'agroécologie est une science. Mais les techniques agricoles en permaculture et en agroécologie sont très similaires, voire identiques. Il y a l'agriculture biodynamique qui est proche de la bio, et en dessous, vous voyez que l'agriculture du carbone ou l'agriculture régénératrice sont proches de l'agriculture de conservation. L'agroforesterie est une technique qu'on emploie souvent en agroécologie, qui n'est pas indispensable, mais on essaye d'intégrer les cultures, annuelles ou pérennes, les animaux et les arbres. Mais on peut avoir aussi des systèmes agroforestiers dans des systèmes agricoles tout à fait destructeurs. Donc l'agroforesterie en elle-même n'est pas une condition suffisante. Et c'est un peu la même chose pour l'agriculture du carbone, qui malheureusement ne se focalise que sur le carbone. Évidemment, le carbone est très important. Nous voulons développer une agriculture du carbone et beaucoup moins une agriculture de l'azote. Mais quand on ne se focalise que sur un aspect, évidemment, on n'a pas une approche système et ça n'est donc pas un système agroécologique. Mais l'agroécologie veut aussi séquestrer du carbone. Alors, si on veut faire de l'agroécologie, il faut changer une série de paradigmes. Et le premier, c'est d'arrêter la lutte contre la nature. La société occidentale, la culture occidentale, dans tous ces aspects, est en lutte contre la nature, en agriculture, en médecine, en enseignement, dans toutes les activités. Faut arrêter ça, quoi. Et il faut coopérer avec la nature, parce que quand on coopère avec la nature est généreuse, elle nous rend des services gratuitement, et c'est super. Bon, donc ça, c'est ni plus ni moins que de changer les bases de la culture occidentale. Je me rends bien compte que ça n'est pas un détail, mais il faut le faire. Alors, il faut aussi changer les fonctions de l'agriculteur, de l'agriculteur, parce que depuis 1960, notamment les syndicats agricoles et d'autres, ont dit aux agriculteurs, vous produisez, et d'autres vont s'occuper du reste, c'est-à-dire de produire des intrants, de transformer les produits agricoles, etc. Seul problème, et c'est pas un léger problème, c'est que transformer, c'est beaucoup plus rentable que produire, et vendre, c'est beaucoup plus rentable que transformer et produire. Donc quand on fait les trois, on gagne sa vie. Quand on ne fait que de la production, on ne la gagne pas, et c'est pour ça qu'il faut soutenir massivement notre modèle agricole. Mais il faudrait aussi payer les agriculteurs pour la production de biens publics, et essentiellement pour deux biens publics, séquestrer du carbone dans les sols et régénérer la biodiversité, et alors éventuellement aussi produire de l'eau pure et des paysages. Et dernier changement de paradigme, il y en a encore d'autres, mais bon, dans les trois changements de paradigme, ça fait déjà beaucoup, il faut aussi revenir aux racines de l'agronomie, c'est-à-dire la rhizosphère. Pendant 60 ans, on a oublié de s'occuper de la vie des sols en agronomie. Moi, je n'ai jamais eu un cours digne de ce nom sur la vie des sols. On m'a jamais parlé de vers de terre. Et les traités de pédologie, même s'ils faisaient 300 pages, à la première page, ils disaient « Le sol est le résultat de l'interaction entre le climat et la roche-mère et la biodiversité ». Et puis, dans les 300 pages suivantes, il n'y avait pas un mot sur la biodiversité.
C'est un peu grave. Pourquoi on a pu faire ça? Ben, c'est parce qu'on avait de l'énergie fossile bon marché, et donc le système fonctionnait à base d'engrais de synthèse et de pesticides. Et on a dilapidé notre capital sol. Aujourd'hui, l'ASB, qui est considérée par les Wallons, en tout cas, comme la région la plus riche de Wallonie au niveau agricole, c'est un désert. Ça se voit pas encore, mais c'est un peu comme le croissant fertile. Les taux de matière organique ont tellement chuté depuis 60 ans que lorsqu'on n'ajoute plus d'engrais, ben les rendements passent par exemple de 100 quintaux en céréales à 20 quintaux. Et donc ça paye juste le travail de la moissonneuse batteuse. Donc le désert est déjà là. Et il faut restaurer maintenant les sols parce qu'on sait que l'énergie fossile va coûter de plus en plus cher. On n'aura plus l'occasion de dépendre des quantités d'azote aussi importantes que ce qu'on a fait depuis 60 ans. Le prix de l'azote a bondi depuis septembre de l'année passée, même avant la guerre en Ukraine. Et ça sera une tendance lourde. Même chose pour les pesticides. Donc, tant qu'on a de l'énergie fossile à un prix acceptable, il faut l'utiliser pour régénérer nos sols. Parce que sinon, on ne nourrira plus la population, tout simplement. Donc, on devrait arrêter de dilapider le capital et vivre sur les intérêts, ce qui est une saine gestion. Alors, nous vivons néanmoins une époque formidable, parce que depuis 10 ans, on a fait d'immenses progrès dans la compréhension du microbiote intestinal, à travers des recherches médicales, ou de la rhizosphère, des plantes de culture notamment, ou celles des arbres, etc. Et en combinant les deux, on arrive à une compréhension qui est encore très faible, parce qu'évidemment, quand on part de quasiment zéro, même si on fait des grands progrès, on n'est pas encore très haut, mais n'empêche que les progrès qu'on a faits sont déjà intégrés maintenant dans des systèmes agroécologiques. Et ça, c'est un grand défi aussi pour les chercheurs. Très peu de chercheurs sont capables de transférer leurs connaissances en solutions pratiques, mais d'autres peuvent le faire pour eux. Alors, il y a 3 grandes stars dans la vie des sols, les bactéries, les champignons et les vers de terre. Quand moi j'ai eu cours, quand on parlait de bactéries, c'était un pathogène. On m'a présenté la nature comme un endroit dangereux où il ne faut pas trop aller parce que c'est plein de bactéries pathogènes, tous les insectes sont des ravageurs, et en plus c'est plein de mauvaises herbes. Donc, en fait, les pathogènes, les ravageurs sont des exceptions dans la nature. Il y a beaucoup plus de bactéries symbiotiques des plantes que de pathogènes. Et on voit une illustration où ces micro-organismes sont colorés sur la gauche, hein, mais ouais, c'est assez joli. Au centre, on voit des exsudats racinaires de racines aériennes d'un maïs qui nourrit les bactéries. Et alors, vous voyez aussi à droite, et ça c'est vraiment intéressant, c'est que si on prend en compte les bactéries dans l'atmosphère, plus les archées, qui sont également des bactéries exemplaires, ça représente 2 tiers, voire 3/4, mais plutôt 2 tiers des êtres vivants. En fait, ce sont les bactéries qui s'occupent de tout sur la planète. Les vrais boss, c'est eux. Elles savent tout faire en tant que groupe. Elles vivent dans des environnements extrêmes. Elles sont incroyables. Elles sont dans toutes nos cellules. Elles sont dans notre intestin. Elles assurent l'essentiel de notre immunité. Elles ont une influence sur notre caractère, sur nos envies. Quand vous avez envie de chocolat, c'est probablement parce qu'il y a des bactéries dans votre intestin qui disent « je veux du chocolat, je veux du chocolat ». Elles communiquent avec le cerveau. Même chose pour l'alcool, donc on n'est pas responsable si on consomme. C'est la faute des bactéries, etc. Et les mitochondries qui existent dans toutes les cellules et qui gèrent l'énergie et l'information des cellules, c'est-à-dire que c'est si on transfère ça à la société Engie, Total Energy et tous les groupes de presse, donc c'est pas un petit détail, les mitochondries sont des bactéries symbiotiques dans toutes nos cellules. Alors, les micro-organismes de la rhizosphère, elles rendent une série de services aux plantes. Ils font pas ça pour le plaisir, je vais vous dire pourquoi, mais comme dans un sol vivant, les radicelles sont couverts d'une chaussette de micro-organismes, des bactéries et des champignons, les racines des plantes ne sont pas en contact avec le sol. Ce sont les bactéries et les champignons qui nourrissent la plante. Et quand il y a un ravageur qui arrive, enfin un pathogène plutôt qui arrive, elle leur casse la figure. C'est comme ça que j'explique aux agriculteurs. Il y a des bactéries de la rhizosphère qui sont capables de synthétiser
des antibiotiques comme les actinobactéries. Alors elles produisent des hormones même, voilà, elles savent produire des hormones végétales pour que leur plante favorite pousse mieux. Certaines fixent de l'azote atmosphérique qu'elles transfèrent aux plantes. Elles séquestrent du carbone dans le sol, ça c'est surtout la grande spécialité des champignons. Elles améliorent la structure et la fertilité du sol, elles améliorent l'infiltration de l'eau. Et vous voyez sur la figure en bas, une image à rhizosphère. En fait, les bactéries sont beaucoup plus petites que ça par rapport à la racine. Mais vous voyez qu'il y a des bactéries tout autour, ça devrait être beaucoup plus dense d'ailleurs, tout autour des radicelles. Il y a un petite bosse là à gauche à la moitié de la racine. Ça, c'est ce qu'il y a sur les racines des légumineuses. C'est bourré de bactéries du genre rhizobium qui fixe de l'azote atmosphérique gratuitement. Il la transfère à la plante. Et à droite, vous voyez des champignons endomycorhiziens qui rentrent dans les cellules des plantes et qui ont des filaments extrêmement étendus dans le sol, beaucoup plus importants que sur le dessin, et vont chercher de l'eau, par exemple, dans des interstices qui ne sont pas disponibles pour les radicelles des plantes. Et ça, c'est évidemment très, très important dans le cadre des changements climatiques et des sécheresses récurrentes. Ils vont chercher du phosphore, aussi des oligo-éléments, ce que les plantes ne pourraient pas faire. Alors, dans la nature, rien n'est gratuit. Même dans le cadre de symbiose, de coopération, et la plante remercie tous ces micro-organismes en l'alimentant avec des hydrates de carbone. On connaissait les exsudats racinaires depuis longtemps, mais on avait complètement sous-estimé leur importance. En moyenne, la plante investit 30% des produits de la photosynthèse, donc 30% de son salaire, pour nourrir les micro-organismes qui lui rendent tous ces services-là. Donc elle estime que ça vaut la peine. Et généralement, on ne voit pas ça parce que les racines sont dans le sol, mais ici, on a la chance d'avoir un maïs qui a des racines aériennes, et ces racines émettent aussi ce qu'on appelle le carbone liquide, donc cette masse visqueuse que vous voyez là, c'est la nourriture des micro-organismes. Alors, si on veut respecter cette vie du sol et profiter de tous les services qu'elle rend, il faut arrêter de la détruire. Et qu'est-ce qui la détruit? Les travaux intensifs du sol, et en particulier le labour. Et donc, il faudrait considérer qu'on n'a pas un license to till, comme le James Bond des sols. Donc, on n'a pas un permis de détruire la vie du sol. Il faudrait, au contraire, la régénérer. Et une fois qu'on l'a régénérée, il faut la nourrir. Et il y a deux sources de carbone. La première, on la connaît bien, c'est le carbone solide, le fumier, les résidus de culture, etc., les pailles. Et l'autre qu'on découvre et qui est finalement plus importante, c'est le carbone liquide. Donc il faut tout le temps couvrir le sol pour que les micro-organismes soient alimentés tous les jours. Ils sont comme nous, ils ont besoin de manger tous les jours. Évidemment, dans les périodes de sécheresse extrême et en hiver, ils sont beaucoup moins actifs, mais sinon, ils doivent être nourris tous les jours. Et donc, il ne suffit pas d'avoir des cultures principales, il faut couvrir les sols entre deux cultures, et même une technique agroécologique consiste à semer des couverts dans la culture elle-même. Alors, quelques piliers de l'agroécologie, ben, c'est l'intégration culture-élevage. On a besoin de la vache pour développer des systèmes durables, comme ça a toujours existé en Europe depuis 6000 ans dans les systèmes paysans. Pourquoi est-ce qu'on a pu divorcer la culture de plantes avec de l'élevage? C'est simplement parce qu'on a eu beaucoup d'énergie fossile bon marché, mais à partir du moment où vous n'avez plus d'énergie fossile, il faut réintégrer les deux. Donc la vache, c'est pas le démon des systèmes, parce que les vaches émettent du méthane, ce qui est vrai, mais elles rendent toute une série d'autres services, et notamment à partir du moment où on a des herbivores dans le système, on peut avoir des prairies temporaires intégrées dans la rotation des cultures, comme vous en voyez ici, avec du trèfle violet. Et ces légumineuses fixent de l'azote, on l'a dit tout à l'heure, qui sera disponible pour les cultures qui suivent. Et donc ça, c'est une des raisons pour laquelle il faut intégrer les prairies temporaires aux rotations des cultures. Et donc, si on n'a pas d'animaux, ben, ces prairies temporaires ne servent à rien, doivent occuper à peu près la moitié de la surface. Donc si on n'a pas d'animaux, les rendements sont divisés par deux. C'est aussi simple que ça. Donc on est mal parti pour nourrir la population. Autre chose très emblématique d'ailleurs des systèmes agroécologiques, ce sont les couverts qu'on installe entre deux cultures, et ce ne sont pas
des couverts seulement de moutarde, comme vous avez l'habitude d'en voir dans le paysage en automne, mais des couverts multi-espèces qu'on appelle biomax pour maximum de biomasse produite et maximum de biodiversité. Pourquoi c'est important d'avoir un maximum d'espèces, en tout cas un grand nombre d'espèces, et surtout un grand nombre de familles? Parce que des bactéries sont liées à des familles botaniques. Donc plus on a de familles botaniques au-dessus du sol et dans le sol, plus on réveille de micro-organismes du sol. Donc c'est l'effet prince charmant des biomax. Quand on ajoute des espèces dans les engrais verts, ces biomax embrassent la vie du sol et les bactéries se réveillent et elles rendent alors une série de services complémentaires à celles qui étaient déjà en fonction. Et vous voyez ici, il y a des tournesols, il y a des pois, il y a des vesses, il y a des facélies, du lin, du trèfle d'Alexandrie, etc. Et voilà, ça c'était mon premier biomax que j'ai semé il y a 10 ans. Ceci n'est pas une culture de tournesol, ça pourrait être le titre d'un tableau surréaliste. Il y a 10 espèces et 6 ou 7 familles botaniques là-dedans. Et donc, un byproduct, comment on peut dire ça en français, un sous-produit du système, c'est la beauté, quoi. Le voisin m'a dit, quand il a vu ça, mais l'année prochaine, vous allez encore, mais... Voilà. Et alors, on peut écraser ça avec un rouleau FACA. Après, par exemple, 2 mois et demi, on les sème début août, on écrase mi-octobre, et on sème en direct. Vous voyez le semoir de semi-direct à l'arrière du tracteur. On sème en direct la culture suivante. Donc, ces biomax ont fixé de l'azote, il y a beaucoup de légumineuses, ont contrôlé les adventices, stimulent la vie du sol, et favorisent même les alliés des cultures. Et puis, quand on les a écrasés, vous voyez le mulch, là, qui empêche les adventices de germer. On sème dedans, tout ça va se décomposer gentiment au cours de l'hiver et lâcher des éléments nutritifs pour la culture qui suit. C'est aussi un système très simple où on sème et on récolte. Et ça, on le fait très régulièrement. Après prairies temporaires aussi, le sol est propre. Il n'y a pas d'adventice après les prairies temporaires et on sème et on récolte. J'ai essayé de ne faire que récolter, mais ça, je n'ai pas encore réussi. Un jour peut-être. Alors, autre chose très importante, c'est développer un réseau écologique de bandes herbeuses. J'ai conçu ça avec les meilleurs spécialistes des insectes, mais chaque chercheur a son petit groupe d'insectes favoris. Il y a le spécialiste des micro-guêpes parasitoïdes, il y a le spécialiste des carabes, etc. Donc, il faut mettre toutes ces connaissances ensemble pour arriver à ce système d'un réseau assez dense. Donc, les bandes sont distantes de 60 mètres. Il y a 3 types de mélanges qui favorisent des alliés des cultures, comme celle-ci, que vous avez sûrement vu, hein, c'est une mouche déguisée en guêpe, dont les larves au-dessus sont très voraces vis-à-vis des pucerons. Bien, donc voilà quelques illustrations des techniques agroécologiques, mais il y en a d'autres évidemment. Ici, le but n'était pas de donner un cours pratique à des agriculteurs, mais plutôt une introduction à ce que c'est que l'agroécologie. Et agroécologie et climat. Comment est-ce que l'agroécologie peut atténuer et doit s'adapter au changement climatique? Tout d'abord, pour les sources d'émissions en agriculture, il y a essentiellement les engrais azotés qui sont synthétisés à partir de l'azote de l'atmosphère. Il y a des ressources quasiment illimitées dans l'atmosphère, mais pour le transformer en ammoniac, puis en ammonium et en nitrate, il faut des quantités d'énergie fossile extraordinaires. Ça se fait surtout à partir du gaz naturel. Et tiens, surprise, depuis qu'on n'a plus de gaz naturel, le prix des engrais s'envole. Ces engrais émettent aussi du N2O, qui est un gaz à effet de serre. Les travaux du sol intensif, dont le labour, nécessitent beaucoup de puissance et donc beaucoup d'énergie fossile. Et ils oxygènent la vie du sol. Et donc, les bactéries attaquent cette matière organique et la transforment en CO2. Et quand on rajoute de l'engrais azoté de synthèse dans le processus, quand l'agriculteur aère son sol par le labour ou l'aère rotative, les bactéries se disent « chouette, il y a de l'oxygène, j'ai du carbone à ma disposition, et il est dans la matière organique, mais où est-ce que je trouve l'azote? C'est dans l'engrais. » Il y a des fermentations de méthane, hein, c'est sûr, il y a des fermentations entériques des ruminants, à beaucoup nuancé, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails parce qu'en fait, ce méthane vient d'un CO2 fixé par les plantes et c'est un cycle interne. Au bout de 10 ans, il revient du CO2 et donc ça n'est pas comme si on relâchait du méthane à partir de puits d'énergie fossile, ce qui est l'autre grande source. Ça pollue vraiment. Mais à partir du moment où pendant 10 ans, vous avez un troupeau stable, la teneur en méthane dans l'atmosphère n'augmente plus.
D'ailleurs, il y a plein de choses qu'on raconte sur les ruminants qui sont fausses, comme la consommation en eau et tout ça, c'est faux. Voilà. Mais le lisier de porc émet aussi du méthane, les rizières, mais on n'en a pas en Wallonie. Et puis un peu aussi la transformation, la conservation, le transport des produits. Alors, exemple de solution, où peut-on séquestrer du carbone dans la biosphère? Ben, dans l'océan. Mais c'est pas une très bonne idée parce que ça acidifie l'océan. De toute façon, on ne sait rien y faire, ça se fait naturellement. Mais ça entraîne de gros problèmes pour l'écosystème marin. Dans les forêts, non, parce que c'est très difficile d'augmenter le carbone des sols des forêts. Il faut éviter de détruire les forêts, mais c'est pas un endroit où on peut en séquestrer plus qu'il n'y en a. Dans les prairies permanentes, pas trop non plus, parce que les teneurs sont très élevées, encore beaucoup plus qu'en forêt. Donc souvent, on ne peut plus en séquestrer. Mais c'est dans les terres arables, grâce aux prairies temporaires, aux couverts qu'on a montré, aux résidus de culture, qu'on peut augmenter cette teneur en carbone du sol. Et là, comme on a détruit cette matière organique du sol, ben on a une grande capacité à en séquestrer pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc c'est là qu'il faut séquestrer du carbone en arrêtant de travailler les sols et en les couvrant de manière permanente. Et voilà, il faut réintégrer les cultures et l'élevage, on l'a dit, on a besoin de la vache, que ça plaise ou non, c'est comme ça. Et il faut aussi développer des élevages à l'herbe, parce que il faut pas... les critiques à propos de l'élevage industriel sont tout à fait justifiées pour le coup. On ne devrait jamais donner des aliments humains pour nourrir des ruminants, mais même pour des monogastriques. C'est ce que fait l'élevage industriel. Et bien sûr, il faut réformer l'élevage industriel en un élevage lié à l'herbe. Les ruminants ne devraient jamais manger que de l'herbe. Les poules et les volailles et les porcs pourraient manger de l'herbe aussi, jusqu'à 30% de leur ration. Et pour le reste, ne devraient manger que des déchets d'aliments humains et pas des aliments humains. Déchets de cantines, de grands magasins, etc. Voilà. Alors, il faut s'adapter au changement climatique. Quels sont ces changements climatiques chez nous? Ben, vous le connaissez, les hivers deviennent doux et pluvieux. Il pleut maintenant beaucoup en hiver, beaucoup moins en été. Et en été, on a des sécheresses, des températures élevées, des radiations élevées. Donc, le climat se méditerranéise. Ça, c'est la définition d'un climat méditerranéen. C'est ce qu'on observe, à part l'année passée. Mais depuis 5 ans, c'est comme ça. La météo devient de plus en plus imprévisible. Et donc, que peut-on faire pour s'adapter? Ben, stocker du carbone dans le sol, ça c'est la première chose à faire. Donc, mettre en œuvre tout ce qu'on vient de dire, réduire le travail du sol, couvrir le sol. Développer aussi les mycorhizes, mais ça, il faut arrêter de les massacrer par le travail du sol, puisque ces mycorhizes vont chercher de l'eau. Il faut utiliser des espèces et des variétés plus rustiques, par exemple du triticale à la place du blé tendre fourragé, des variétés sélectionnées en bio plutôt que les variétés de la Révolution verte. L'Angus et d'autres races, c'est juste un exemple, est une race qui peut très bien valoriser l'herbe et n'a pas besoin d'aliments humains pour produire de la viande de qualité, alors que d'autres races en ont besoin, etc. Et il faut produire des fourrages à base de plantes pérennes, comme les plantes fourragères, trèfle violet, luzerne, graminées fourragères, et pas à partir de maïs fourragé qui est très destructeur. Alors, quel est l'impact sur la biodiversité? Ben, il est formidable en un mot, mais voilà déjà quelques exemples de l'effet de systèmes bio en jaune, de l'agriculture de conservation en vert et du conventionnel en bleu. Sur le poids de vers de terre à l'hectare, vous voyez que l'agriculture de conservation et la bio produisent beaucoup plus de vers de terre dans le système que les systèmes conventionnels. Et donc, l'ABC, qui est la synthèse des deux, on n'a pas de mesure, mais en produit encore certainement beaucoup plus. Et puis, sur les populations de nématodes, la plupart des nématodes sont intéressants pour les plantes. Ce ne sont pas tous des pathogènes. À nouveau, les nématodes pathogènes sont des exceptions. La plupart des nématodes sont utiles, et on voit qu'il y a beaucoup plus d'individus dans les systèmes de l'agriculture de conservation et de la bio par rapport au conventionnel. Donc ça, c'est une chose, on peut généraliser, ça, il y a beaucoup plus d'organismes utiles, entre guillemets, au système, à partir du moment où on arrête les pesticides et le travail du sol, et si possible les deux. Mais il y a aussi un impact sur la biodiversité fonctionnelle,
Je vais raconter une petite histoire à propos de la perdrix grise que vous voyez là en dessous. Les populations de perdrix grise en Europe, partout en Europe, déclinent très très rapidement. C'est devenu un oiseau rare, alors qu'il y a 50 ans, il était courant. Et dans la première ferme que j'ai gérée, il restait 2 perdrix. Donc un couple de perdrix dont un des membres avait une patte cassée et il se reproduisait plus. Alors j'ai mis en place le réseau écologique, on a arrêté de travailler les sols, on a mis des biomax, etc. Et l'année suivante, j'ai eu la chance d'avoir une stagiaire espagnole ornithologue et elle a compté les perdrix. Au bout d'1 an, il y avait 5 couples de perdrix qui a produit 35 jeunes. C'est extraordinaire, quoi. Pour une espèce dont les populations diminuent partout. Et alors, dans une autre ferme en Condro, il y avait un ornithologue aussi juste à côté. Il promenait son chien tous les jours dans la ferme, donc je l'ai interviewé. Et il a constaté que la linotte, vous voyez à droite, hein, la linotte mélodieuse, le verdier et le chardonneret étaient parmi les passereaux les espèces les plus favorisées. Aussi, le faucon cresserelle et la buse, qui sont des espèces communes. Mais le milan royal, on voyait régulièrement 15 milans royaux qui venaient chasser dès qu'on faisait une coupe dans les prairies temporaires. Et grâce aux bandes herbeuses, dans cette même ferme, il a observé ces 2 espèces qui sont absolument exceptionnelles en Condro, le tarier-pâtre en haut et la pie-grièche écorcheur, qui nichaient dans les bandes herbeuses. Ces oiseaux ne vivent jamais dans les terres de culture, mais uniquement dans les prairies extensives, qui reçoivent jamais d'engrais. Et là, on était dans un écosystème très productif, mais grâce aux bandes, notamment aux bandes fleuries qui attirent des insectes, ces 2 espèces se reproduisaient dans ces bandes. Donc, ce sont juste des exemples, mais ça montre à quel point ce système agroécologique, et en particulier bio sans labour, a un impact formidable sur la biodiversité. Ça se fait tout seul, quoi. Voilà, on crée les conditions. Et moi, j'ai conçu le premier programme agro-environnemental en Wallonie, en 1992. Donc, je suis pas critique, bien au contraire, vis-à-vis du programme agri-environnemental, ou agro-environnemental maintenant. Mais on comprend bien que si vous avez 3 à 5% de la surface en mesure agro-environnementale dans une zone agricole, et que 97% de la surface est hostile à la biodiversité, ben, l'impact est forcément très faible ou nul. Ici, on a 100% de la surface qui devient accueillante pour la biodiversité, et donc l'impact est là. Alors, je voudrais faire un appel à tous, parce que vous me direz, oui, mais tout ça, c'est des affaires d'agronomes ou de biologistes, mais moi, je ne suis ni agronome ni biologiste, donc je ne me sens pas concerné par l'agroécologie. Non, on a besoin de toutes les compétences, et je peux vous citer 2 exemples de parcours. Un jour, je donne une conférence, un peu comme aujourd'hui, et à la fin de ma conférence, il y a un jeune homme, 40 ans, qui vient vers moi et dit « Alain, qu'est-ce que je peux faire pour l'agroécologie ?» Moi, je vends des lampes pour Philips, je suis un commercial, qu'est-ce que je peux faire? Et ben, je lui ai dit, développe la filière agroécologique des blés panifiables de qualité. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, il a acheté une ferme, il a un moulin, il vend ses farines sous la marque Les Grands Blés à des boulangers, dans des magasins bio. Donc, il a complètement changé sa vie. Je connais aussi une autre personne qui était cadre d'une grande entreprise, et il y en a beaucoup qui voudraient maintenant donner plus de sens à leur vie. Il était plutôt dans l'économie, la gestion, le business, et il a écouté en boucle pendant des semaines les vidéos sur l'agroécologie, et aujourd'hui il s'occupe de soutenir les fermes en agroécologie. Il va chercher de l'argent dans les entreprises qu'il connaît bien, et il les transfère à des fermes en conversion vers l'agroécologie. Juste 2 exemples. Donc, pour arriver à tout ça, il faut travailler en équipe avec une diversité de compétences, d'activités, de talents, et ce qui compte, c'est l'envie. Hein, vous savez, dans la vie, les grandes choses qu'on fait viennent des tripes, quoi, et pas du cerveau. Le cerveau doit agir, mais après, en fait, les grandes décisions qu'on prend viennent des tripes, elles sont subjectives, et peuvent venir de l'émerveillement pour la nature, ou d'avoir un coup de foudre pour quelqu'un, tout ça. Bon, là, on ne fait pas
une étude comparative entre trois filles dans un bar pour choisir avec laquelle on sort. C'est un coup de cœur, ou avec un garçon si on a une fille. Toutes les grandes décisions viennent des trucs. Et donc il faut avoir envie, comme disait Johnny, et avoir envie de régénérer l'exubérance de la vie, des sols fertiles et nourriciers, donc donner un avenir à l'humanité finalement, par un climat plus stable. Pourquoi est-ce qu'on a pu développer l'agriculture depuis 10 000 ans? C'est parce que le climat était stable. S'il devient instable, ben, ça ira beaucoup moins bien. Et donc, finalement, restaurer la plus belle planète de la galaxie, parce que de temps en temps, il faut faire un peu de poésie. Mais en tout cas, c'est la seule qu'on connaît qui est belle à ce point-là et qui foisonne de vie. Donc, pour les fermes, ben, il faut donner un avenir aux fermes, parce que, on l'a dit, la plupart des fermes n'ont pas de successeurs et la population agricole diminue. Or, pour moi, on a besoin des agriculteurs pour entretenir les paysages, pour favoriser la biodiversité, pour produire des produits de qualité, et ils ont une connaissance qu'il ne faut pas perdre. Toutes les fermes agroécologiques que je connais ont un successeur, alors que les fermes conventionnelles n'en ont pas dans leur immense majorité. Les fermes agroécologiques ont 1, 2 ou 3 successeurs. Et donc, on peut aussi non seulement arrêter le déclin de l'agriculture, mais recréer des emplois en agriculture grâce au système agroécologique. Et quand on vend des produits à la ferme aussi, on recrée des connexions entre les producteurs et les mangeurs, et c'est toujours magnifique de voir les parents et des petits-enfants qui viennent dans les champs, et les enfants tout d'un coup comprennent que les aliments ne poussent pas dans les grands magasins, mais dans la terre, et c'est une révélation. Redonner du sens au travail agricole, d'ailleurs c'est devenu très à la mode d'être agriculteur aujourd'hui, et s'insérer dans des ceintures alimentaires autour des villes, créer des réseaux de producteurs, transformateurs, distributeurs. Et on a besoin de toutes les compétences pour la transformation des produits, qu'elles soient artisanales ou industrielles. Et il y a beaucoup de choses à faire sur cette filière industrielle. Pour la commercialisation de ces produits, pour développer la demande. Par exemple, dans les cantines, même de votre entreprise, vous pouvez vous assurer que la cantine est alimentée par des produits le plus agroécologiques possible. Promouvoir les produits locaux, il y a toutes sortes de gens qui peuvent faire ça. Si vous êtes informaticien, vous pouvez développer un logiciel, une application qui permet de mettre des produits de divers agriculteurs sur une application, et puis les gens dans le métro, quand ils vont travailler le matin, ben, ils cliquent sur des produits et ils les achètent. Et en communication, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut parler de l'agroécologie. Pourquoi l'agroécologie ne se développe pas encore suffisamment dans les fermes? C'est parce que les agriculteurs ne la connaissent pas. Il y a d'autres besoins, mais d'abord en parler. Les économistes peuvent développer des structures innovantes de collaboration entre grandes fermes et petites fermes de maraîchage en permaculture, et dans des structures avec des artisans aussi. Si vous êtes docteur en droit, vous pouvez travailler sur les aspects juridiques de l'accès à la terre. Si vous travaillez dans une banque, ben, vous pouvez conseiller les gens qui viennent chercher un crédit et y croire à des projets innovants agroécologiques, parce que ça, c'est ce que me disent les gens. Quand on vient avec notre projet agroécologique, les banquiers ne connaissent pas, donc ils sont pas d'accord. Ils n'acceptent pas de nous donner un prêt. Et puis si vous avez une fondation privée, vous pouvez soutenir les projets innovants. Donc l'agroécologie est un projet de société, notamment parce qu'on peut recréer des milliers d'emplois en agriculture, arrêter le déclin et recréer des milliers d'emplois, mais aussi dans la chaîne agroalimentaire. Nous travaillons avec Simon dans un projet qu'on appelle la Maison de l'agroécologie, où l'objectif est de rendre les filières agro-industrielles plus agroécologiques. Et donc on est en contact avec les agro-industries, les distributeurs de produits, et ils sont intéressés, ils sont pas, je dirais pas qu'ils sont tout à fait étanches à tout ça. Donc on progresse, et je pense qu'il faut être réaliste. Bien sûr, on favorise le circuit court, mais le circuit court ne va pas remplacer les grands magasins dans les 10 prochaines années. Donc où on a le choix, soit on ne s'occupe pas des filières industrielles, soit on essaye d'améliorer leur impact, et c'est notre choix. Il faut restaurer l'autonomie alimentaire de l'Europe, des villes, de la région wallonne.
particulièrement en région wallonne, notre système est complètement à l'ouest. La moitié des céréales produites sont transformées en bioéthanol qui sert de carburant dans les voitures. L'autre moitié sert à nourrir des animaux d'élevage qui ne devraient jamais utiliser d'aliments humains. Et on importe nos céréales panifiables. Notre lait est essentiellement déshydraté et mis sur le marché mondial. Donc l'agriculture wallonne ne nourrit pas les gens, désolé, elle nourrit l'agro-industrie et pas les Wallons. Donc il faut restaurer l'autonomie alimentaire et la qualité des produits, redonner une autonomie du pouvoir aux citoyens et aux agriculteurs, et puis créer des réseaux économiques locaux. Il faut créer une économie circulaire, évidemment, et locale, par la mise en œuvre de monnaie locale, ça se fait déjà, les ceintures alimentaires autour des villes, ça commence, mais il faut accélérer ça, développer les réseaux, et développer aussi tous les jobs en amont et en aval de l'agriculture. Voilà le projet, et je vous remercie beaucoup.